Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Ce soir, on parle de... C'est un sujet bien intéressant. L'énergie, il me semble qu'elle est bonne, spéciale à soir, pour aller loin peut-être dans ce sujet-là. On parle d'une société nouvelle pour l'homme nouveau. Euh, Pourquoi, Daniel, premièrement, pourquoi une société nouvelle? Et ce qui me viendrait aussi avec ça, c'est une société nouvelle, on pourrait-tu dire qu'elle doit être composée majoritairement d'hommes nouveaux? Bon, alors, première question, pourquoi une société nouvelle? Une société nouvelle est nécessaire simplement parce que l'homme est en train de se transformer. Et si l'homme se transforme à un rythme plus rapide que la transformation de la matière sociale, alors évidemment, l'homme doit s'adapter continuellement à cette société, ce qui fait que l'homme doit freiner sa transformation, sa transition vers l'homme nouveau, vers quelque chose de mieux. Et si l'homme doit freiner sa transition pour laisser le temps à cette société-là de se transformer, l'homme n'arrivera jamais à finaliser cette transition. L'homme sera toujours dans une phase transitionnelle entre ce qu'il était et ce qu'il veut être, ou ce qu'il sent qu'il va être. La société, c'est quelque chose qui, normalement, aide l'être humain à vivre plus pacifiquement, d'une façon, disons, moins dramatiquement, son passage de la naissance à la mort. La société, c'est un cadre qui, normalement, devrait, philosophiquement, la société devrait être construite pour l'homme. Ça, on le sait, ça fait des centaines d'années que certaines personnes le disent. Et continuellement, l'homme s'évertue à créer une société de façon à devoir entretenir cette société. C'est-à-dire que l'homme crée une société qui amène à l'homme une sécurité. De ce fait, l'homme doit payer le prix de cette sécurité, étant donné que cette sécurité n'est pas générée par sa conscience, par sa vision intelligente, par lui-même. Elle est générée par cette société. L'homme ayant peur de perdre la sécurité sociale, je ne parle pas évidemment du bien-être social, la sécurité de la société, se voit contraint de l'entretenir, cette société, continuellement, et l'homme a peur de ce qui est neuf. L'homme a peur de transformer parce que l'homme se dit toujours, si on a quelque chose qui marche, pourquoi essayer une autre formule? Alors, on a une société qui présentement nous sécurise. Alors, pourquoi penser même tout transformer de façon à risquer quelque chose de mieux? Parce qu'évidemment, tu risques de perdre dans la tête de l'homme. Maintenant, l'homme ne perd pas si facilement. Aujourd'hui, nos sociétés, on a eu des époques où on a eu des guerres mondiales, on a eu des pays qui ont été complètement balayés par la guerre et qui s'en sont remis plus forts qu'avant. Alors, est-ce que réellement l'homme perd dans une transformation radicale sociale? Pourquoi une nouvelle société? Simplement parce que de plus en plus, l'homme doit se déformer pour s'adapter au cadre social. Parce que la société, elle, ne peut pas se déformer pour s'adapter à l'homme. Alors, si on veut transformer la société pour qu'elle s'adapte à l'homme nouveau, donc à l'homme qui est en train de naître chez l'homme ancien, aux jeunes, par exemple, qui sont pour la majorité des êtres nouveaux et qui sont obligés de souffrir la drogue, la boisson ou différents mécanismes pour cesser de réfléchir, parce qu'ils voient des choses d'une façon plus claire que la majorité sociale, mais ils n'ont pas l'intelligence pour pouvoir intégrer leur vision. Alors, pour cesser de réfléchir, pour cesser de se poser des questions, ils s'arrangent pour omnibuler complètement leur état mental, alors par disons, différents mécanismes que l'adulte ne comprend pas et qui sont très destructeurs pour, évidemment, la jeunesse. La société, elle doit être, disons, entre guillemets, détruite pour qu'une autre société naisse. Maintenant, quand je dis détruite, il faut faire attention. On peut transformer la société, c'est-à-dire qu'on peut l'obliger à muter, comme l'homme est en train de muter. Sauf qu'on ne peut pas laisser à la société le temps de s'adapter à l'homme nouveau, parce qu'elle va tuer l'homme nouveau. Elle ne s'adaptera pas. La société ne s'adapte pas. Lorsque la masse ou lorsque le pouvoir, la puissance humaine ou monétaire ou militaire dans une société prend le dessus, la société n'a pas le choix d'être transformée. Mais si ces choses ne prennent pas le dessus, la société écrase. Alors, on a eu différents mécanismes, différentes expressions de cette mutation nouvelle chez l'homme. On a eu le hippie, qui a été une expression totalement déformée parce qu'il a essayé. Évidemment, on a eu des hippies qui sont devenus hippies par collectivisme et qui n'ont jamais rien compris ce mécanisme, mais ceux qui parlaient de paix et d'amour, peace and love, ceux qui ont comme se droguaient évidemment pour essayer d'avoir un monde différent,
Parce que dans la société actuelle, disons de leur temps, dans leur société moderne, dans la société de l'époque, ils ne pouvaient pas arriver à exprimer ce qu'ils ressentaient, c'est-à-dire non pas seulement ce qu'ils ressentaient, mais ce qui se passait chez eux. Parce que cela se passait dans l'émotion, dans la psychologie chez l'homme, ça c'est ce qu'il ressentait. Mais cela, ce qu'il ressentait, il ressentait des choses à partir du passage d'une énergie nouvelle chez eux. Et ce passage énergétique laissant une trace donnait un ressentiment émotif et ils ne pouvaient ni l'exprimer ni vivre ce passage. Alors ils ont essayé de créer une société à part. Ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas créer une société à part. Il faut absolument que la société à part soit intégrée dans la société qui est déjà là. Sinon, tu dois te retirer dans un milieu complètement désert où il n'y a pas de société. Alors, le hippisme, eux autres ont simplement essayé de s'adapter à la société de l'époque avec leurs concepts. Ce qui a dégénéré en catastrophe écologico-psychologique, c'est-à-dire qu'on a eu une gang de presque d'imbéciles, de délabrés, qui n'éduquaient pas leurs enfants, qui ont viré dans des orgies de drogue, dans des orgies sexuelles, qui ne travaillaient plus, qui vivaient aux dépens de la société, etc., etc. Alors, continuellement, ceux qui ont à un moment donné l'énergie pour exprimer quelque chose de neuf, si la société ne leur permet pas de le faire, et notre société actuelle, telle qu'elle est conçue, ne le permet pas parce qu'elle ne permet pas l'erreur. Ne permettant pas l'erreur, elle ne permet pas à l'homme de se risquer. Parce que l'homme qui se risque doit être sûr. Sinon, l'homme n'étant pas sûr, se risque pas. Et on a évidemment quelques exceptions dans notre société. Mais ces exceptions-là, on accrédite leurs erreurs. C'est-à-dire qu'on leur permet à eux de se tromper parce qu'eux autres, c'est pas pareil. Alors, soit qu'ils sont premiers ministres, soit qu'ils sont des hommes politiques, soit que ce sont des grands hommes d'affaires, soit que ce soit des professeurs très reconnus, des chercheurs très reconnus. Alors, on a une élite auquel on permet de faire des erreurs. Tandis qu'à la masse, on ne peut pas leur permettre de faire d'erreurs. Les erreurs de jeunesse, on les maudit. Les erreurs d'adultes, on traite ces adultes-là d'enfants. Lorsqu'un adulte veut se transformer, tout le monde est contre. Et quand je parle de société, je ne parle pas seulement de la loi. La société, ça n'existe que par l'homme qui est dedans. Ça n'existe pas autrement. Donc, je parle de l'attitude mentale, de l'attitude psychologique de chacun des habitants de la société. Et c'est ça qui crée la société, et c'est ça qu'il faut détruire. Alors, lorsque je dis détruire une société, je ne parle pas de détruire des immeubles. Je ne parle pas non plus de détruire, de tuer des êtres humains, mais de détruire une attitude qui est fondamentalement négative, anti-amélioration, et qui empêche l'être nouveau chez chacun d'entre nous de pouvoir surgir convenablement. On est obligé de s'enfermer dans des communes pour essayer de vivre cette nouveauté. On est obligé de s'enfermer dans des endroits, dans des sectes, pour pouvoir vivre cette nouvelle expression qui n'est pas expliquée par notre société et qui ne veut même pas être expliquée par notre société, où on l'explique d'une façon pathologique. Alors, automatiquement, on recherche, on va dans une secte, on a plusieurs sectes à Montréal et on a des poursuites, on a un paquet de problèmes. On rentre dans la drogue, qui est une secte, qui est un point particulier de la vision de l'homme, de la vision de l'évolution, de la vision de l'amélioration, de la vision de la société. On rentre dans la débauche, on rentre j'expliquerai pas tous les processus par lesquels l'homme peut passer pour essayer de s'adapter à cette société qui, elle, refuse l'adaptation. Et le maudit problème, c'est que si moi je rencontre un être humain, quelque part, que je rencontre un ministre, je l'ai rencontré des ministres, que je rencontre n'importe qui, si je lui parle en tête à tête, mais c'est évident. C'est évident. Et tout ce monde-là qui voit ça évident, si je les mets tout le monde ensemble et je leur en parle, ben là, c'est plus évident. Ben là, on peut pas changer ça comme ça, là. Qu'est-ce que le monde, on dit, ça se change pas de même. Tout le monde est d'accord, mais ça se peut pas se faire. Alors, il y a un maudit problème. C'est que l'homme seul est un être humain. Puis l'homme en groupe, c'est pire qu'un chien. Alors, chaque personne que je rencontre en tête à tête, lorsque je leur demande, pensez-vous que ce serait intelligent de tenter d'améliorer notre cadre d'évolution? Ben oui. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de le faire? Ouais, on n'est pas assez nombreux. C'est ça. Tout le monde est d'accord, mais tout le monde n'est pas assez nombreux. Pourquoi? Parce que dans le cadre collectif de notre société actuelle, l'homme ne peut pas être groupé. J'ai un professeur, moi, que j'ai eu quand j'étais jeune, qui, lorsqu'il voyait 2 étudiants ou plus dans un corridor, il rentrait dedans à coup de baguette en disant qu'il n'est pas d'émeute. Bon. Mais c'est un peu comme ça dans notre société. Le moindrement que plusieurs personnes se groupent ensemble pour réfléchir, ça fait peur.
Alors, évidemment, on va dire, oui, mais c'est une secte, donc ils se font laver le cerveau, alors il se passe des choses, il se passe des choses. Oui, à certaines places, c'est vrai. Mais dans d'autres endroits, l'homme réfléchit. L'homme raisonne. Et c'est aussi épeurant, sinon plus épeurant pour la société, parce que l'être qui n'est pas dans ce groupement et qui ne veut pas y aller parce que seul il pourra pas, mais il faut se grouper. Lui, il va se dire, oui, mais pendant qu'il raisonne, moi, je raisonne pas comme eux autres, alors je suis pas au courant. Si je suis pas au courant, je ne sais pas. Si je ne sais pas, j'ai peur. Si j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte pas, je me raisonne pas, je détruis ce qui me fait peur. Ça, c'est la réflexion tout à fait normale de l'homme ancien qui est prêt à mettre à son service l'arme nucléaire pour pouvoir détruire ce qui lui fait peur. Quand une abeille rentre dans ton auto, elle te pique pas. Pourquoi t'as-tu? Parce que t'as peur qu'elle te pique. Quand tu te promènes dans la rue le soir, si on aurait le droit du port d'armes, tu te promènes, tu rentres dans une ruelle, tu te promènes sur la rue, puis il y a quelqu'un de louche qui sort d'une taverne n'importe où, ben, il y aurait beaucoup de monde qui tuerait beaucoup de monde. Parce qu'ils ont peur. Et continuellement, l'homme, au lieu de se servir de son énergie intelligente, de son énergie mentale, pour essayer de régler les problèmes à la source, alors il s'en sert pour construire des armes, il s'en sert pour construire des cadres qui vont le sécuriser, croyant que l'évolution, c'est la recherche de la sécurité totale. Lorsque je serai au paradis, je n'aurai plus de problème. Lorsque je serai en contact avec telle divinité, je serai comme au paradis, je n'aurai plus de problème. Et l'évolution de l'homme se fait toujours vers cette recherche de sécurité. Alors qu'au lieu de chercher, l'homme devrait commencer à se servir de ce qu'il a trouvé. Alors pourquoi une société nouvelle? Simplement parce que de toute façon, elle va apparaître de force. Mais il y a une chose, c'est que la société nouvelle, hier je parlais de ça avec quelqu'un à CKVL, la société nouvelle, elle va apparaître, je veux pas. Mais la personne me disait, oui, maintenant, je crois que ça serait pas mal plus fun, pas mal plus intelligent, si l'homme se réveillait pour la créer avant que l'homme se fasse réveiller par l'ère piscéenne. Alors, on parle d'apocalypse, on parle de guerre, on parle de paquets de choses. C'est-tu nécessaire? Dans le contexte actuel de l'involution humaine ou de la stagnation évolutive humaine, ben, ça serait presque nécessaire pour réveiller l'homme, pour que l'homme prenne conscience qu'il y a des sens, qui vit sur une planète ronde, pour que l'homme prenne conscience de différentes choses que l'homme ignore complètement. L'homme ne sait pas qu'il y a un corps physique. L'homme ne sait pas que son corps s'abîme parce que l'homme ne voit pas son corps physique. L'homme ne connaît pas la nature. L'homme ne connaît pas les autres personnes. On est dans un cadre tout à fait stéréotypé, sclérosé, où on n'arrive même plus à communiquer. Je te connais pas, je te parle pas. Alors comment je peux faire pour changer la société? Je connais personne. Est-ce que c'est essentiel de connaître quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose? Non. Quand on fait des émeutes pour faire la guerre, pour démolir, pour critiquer, pour aller contre tout, c'est pas nécessaire qu'on se connaisse. Hein? Moi, je prends une pancarte, puis je milite contre quelque chose, puis à un moment donné, j'ai 3000 personnes qui me suivent. Il n'y en a pas un qui se connaît. Mais quand c'est pour construire réellement, pas pour se promener, pour déambuler dans la rue, l'homme aime ça, être en gang, parce que là, il peut crier tout ce qu'il a, il peut vomir tout ce qu'il a comme problème, puis personne ne peut rien dire parce qu'il est collectif. On peut pas le viser lui. On vise celui qui a organisé la manifestation, mais on vise pas ceux qui sont dedans. Par contre, l'homme n'est pas capable de prendre la même énergie, non pas juste pour militer comme ça, pour s'étouffer après, mais pour travailler, pour penser. Et ça, on va revenir sur comment créer une société nouvelle. Alors, pourquoi une nouvelle société? Pour que l'homme nouveau puisse naître, et l'homme nouveau veut naître, la société l'étouffe. La société, c'est l'homme ancien qui habite l'homme nouveau. Tu parles de choc. Comment interpréter une nouvelle? Quand j'écoutais un bulletin de nouvelles un matin, on disait qu'un important gourou qui avait monté tout un empire, finalement, s'était enfui en laissant 1,5 million de fidèles en arrière. Ça On est des chocs, parfait. justement. Oui, c'est ça. Merveilleux, merveilleux. Comment un homme peut-il arriver à faire confiance à un autre homme? L'homme ne devrait jamais faire confiance à un autre homme. L'homme devrait savoir si ce que l'autre fait et si l'énergie de l'autre est une énergie qui est écologique et conséquentielle. Alors moi, je te fais pas confiance, je te connais. J'ai expérimenté ta nature et je sais ce que tu peux faire et je sais ce que tu ne peux pas faire. Évidemment, il y a un risque d'erreur à l'intérieur, mais ce risque-là, je suis prêt à le courir. Ce qui fait que si un jour tu pars avec tout l'argent que je t'ai donné et que tu disparais dans la brume, je pourrais dire, ah, ça fait partie du risque calculé. On fait ça en affaires.
Mais on fait jamais ça dans l'évolution. Dans l'évolution, on arrive, les yeux fermés bien durs, les oreilles bien bouchées, et puis là, on y va, puis on donne. Puis moi, je pense pas, le maître pense à ma place. Alors, tu vas voir ton maître, tu lui dis, hey, est-ce que c'est bon si je crois à telle affaire? Le maître dit non, parfait, tu crois plus. Est-ce que c'est bon si... Le maître dit oui, parfait, tu crois. Est-ce que je devrais être végétarien? Ah, certainement! Ah, parfait, un végétarien. On ne sait pas pourquoi on n'a rien compris à un végétarien. Puis quand le maître sac son camp, tout le monde se ramasse sur le cul. Comme disait François, c'est le culte. Il faut mettre ça au culte. Et c'est ce qui arrive. Et là, oui, le maître, ben oui, le maître, c'est un vrai maître. Il vous a maîtrisé totalement, puis vous autres, pendant ce temps-là, vous étiez assujettis, vous étiez collectifs, toute la gang croyait au maître, et tout le monde énergisait le maître. Quand le maître a eu suffisamment d'énergie, le maître n'était pas un fou. Puis on peut pas maudire le bonhomme. Crème, il donne une leçon initiatique à combien de fidèles? Puis c'est toujours ce qu'on fait. C'est que la personne qui recherche l'initiation, la personne qui recherche à apprendre, elle ne veut pas se fourrer. Donc, elle veut apprendre, mais elle veut pas apprendre. Elle veut que tu lui dises tout quand elle est... Il y a deux classes de normalité collective évolutive. Il y a celui qui est prêt à accepter tout ce que tu vas lui dire du moment que ça vient de ta bouche. Puis il y a l'autre qui va accepter tout ce que tu vas lui dire à la condition que tu lui dises ce qu'il veut entendre. Et on a des gourous suffisamment intelligents pour soit les diriger ou soit être psychologue et donner ce qu'on veut entendre. Dans un contexte de ces gourous, on a nos sociétés où nous donnons à l'homme ce que l'homme veut entendre. La politique fait ce genre de travail, entre autres. La médecine fait ce genre de travail. La police, en tout cas, nos lois, enfin presque tout fait ce genre de travail. Et on a l'autre parcelle qui est beaucoup plus spiritualisée, où on va donner à l'homme, on convainc l'homme que la connaissance, c'est nous autres qui l'avons. Moi, j'ai une connaissance, c'est évident. Mais cette connaissance-là, tout le monde peut l'avoir. La seule chose, c'est que personne ne veut l'avoir. En fait, tout le monde veut l'avoir, mais personne ne veut payer le prix. Puis payer le prix, c'est cesser de souffrir. Payer le prix, c'est cesser d'être perdu. Payer le prix, c'est commencer à voir clair. Mais ça, c'est épeurant parce que je vais voir des choses que je ne connais pas. C'est normal, tu les vois pas, tu peux pas les connaître. Mais tu les connaîtras pas non plus si tu veux les voir. Mais l'homme veut connaître avant de voir. Alors l'homme se recherche un maître, l'homme se recherche un prêtre, l'homme se recherche un gourou, l'homme se recherche un vichou. Et puis, il pose des questions pour essayer de se faire un point de vue avant même de voir. Mais l'homme ne peut pas avoir un point de vue réel avant de voir. Alors, tu poses une question et la personne, si elle a le moindrement d'intelligence chez elle, elle te retourne toujours la question et elle te remet à ta place. Il faut que l'homme arrive à réfléchir individuellement pour qu'après ça, on puisse travailler en collectivité. Mais il y a une différence entre la réflexion collective qui pousse l'homme à travailler individuellement. C'est ce qui se passe dans nos sociétés. Où tout le monde est assujetti à la même collectivité et où tout le monde ramasse son verre d'eau, tout le monde ferme sa porte, tout le monde barre sa porte, tout le monde barre son char, tout le monde ferme ses choses. Moi, je le connais pas, j'ai rien à voir avec. Tu te promènes sur la rue, quelqu'un tombe à terre, ah, lui, tu l'as pas vu, tu t'en vas. On vit individuel dans une société collective. Et l'homme ne comprenant même pas pourquoi il vit en collectivité, parce que l'homme ne veut pas réfléchir là-dessus, l'homme préfère chialer, l'homme préfère demander à la collectivité de lui donner et en demander plus. Et sans même pas connaître, c'est ce qui se passe avec les compagnies. On a des employés qui se font exploiter, mais c'est rare. Il y en a encore. Mais on a beaucoup plus de patrons qui se font exploiter par les employés, à cause des syndicats. Alors moi, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies et j'ai vu des choses. Parce que je peux voir, disons, à un moment donné, quand tu arrêtes de crier et tu observes, là, tu vois des choses que ceux qui crient ne voient pas. Et c'est facile de demander une augmentation de salaire. Mais on a eu combien de compagnies qui ont fermé le porte parce qu'on leur a demandé des augmentations de salaire? Évidemment, on se plaint que le patron fait de l'argent. Et le patron, c'est lui qui a risqué tout au début, par exemple. Nous autres, on était trop caves, trop larges. On ne voulait pas rien risquer, nous autres. Puis lui a tout risqué, lui a parti ses choses, lui a travaillé, puis j'en connais des patrons, hein, puis du 24 heures sur 24, puis des faillites, puis des redéparts, puis des refaillites, puis des redéparts. Ils l'ont fait. Et là, l'employé vient se placer là. C'est le rôle du patron de donner, normalement, dans la société nouvelle, en tout cas, ça va être ça. Ça va être le rôle du patron de donner tout ce qu'il faut à son employé pour qu'il apprenne, pour qu'il vive. Pas juste pour qu'il fasse de l'argent, pour qu'il vive aussi. Mais présentement, on ne peut pas demander à un patron des choses qu'il ne connaît pas. Puis en plus, on lui laisse même pas le temps. Mais ça, c'est d'autres choses. Mais on a de l'exploitation qui se fait beaucoup plus de l'employé vers le patron. Et continuellement, ne connaissant pas le rouage même économique de la compagnie, eh bien évidemment, on se plaint et on chiale. Mais on ne veut pas étudier. Et vu que, moi j'ai rencontré un patron une fois, pour qui j'ai travaillé, où lui, il a commencé par donner 3 $ de l'heure de plus que toutes les autres compagnies similaires. Alors évidemment, on était en haut. Il a donné, c'est au niveau de l'ambulance, il a donné des véhicules neufs à la majorité de ses employés. Il a acheté des compagnies, il a vendu ses vieux véhicules, il y avait les permis, donc il a acheté des véhicules neufs. Sauf que c'est un patron qui était chien.
Parce qu'il y avait 45 ambulances et il en achetait 10 par mois. Alors, il était chien, parce qu'il en donnait 10 à 10 équipes, puis les autres avaient encore leur vieille régune. Fait que c'était un maudit chien. Puis il y avait des partis pris. Puis le mois d'après, il en achetait 10 autres. C'était un maudit chien. 45 000 $ l'ambulance, 10 par mois. Les gars voulaient qu'il en achète 45 d'une claque, parce que le patron, c'était un maudit chien. 3 $ de plus de l'heure, et en plus, le patron a dit, je vous oblige à suivre un cours plus intensif. Fait que je vous oblige pas. Ceux qui le suivent, je le paye, puis les autres, qui ont une augmentation à chaque examen qui passe convenablement. C'était un maudit chien. Parce que là, celui qui ne voulait pas suivre le cours, il n'avait pas le même salaire. Puis là, il y avait encore des partis pris, des chouchous, des ci, puis des ça. Et puis, à un moment donné, ben, les employés, quand les autres compagnies se sont syndiquées, ils ont demandé une augmentation. Eux autres avaient demandé une augmentation. Il y a 3 piastres de plus que les autres. Mais c'était pas assez. Il fallait augmenter encore. Alors, les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils partent pas en haut de l'échelle. Parce que l'employé va en demander le double dans 2 ans. Alors, il part en bas de l'échelle. Comme ça, il va pouvoir vivre plus longtemps. Parce que les employés ne comprennent pas, ben, les patrons sont obligés d'agir comme ça. Il y a des patrons qui sont exploiteurs, c'est évident. Mais il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont corrects. Mais l'homme qui n'est pas en affaires ou l'homme qui ne connaît pas le patron ne peut pas le savoir parce qu'il a une idée stéréotypée du patron. Un patron, c'est un chien. Pour la majorité des employés, je parle de compagnies où il y a beaucoup d'employés, dans la majorité des cas. Et j'en ai visité, je me suis promené, j'en ai vu des choses et on n'en a pas. Alors, un jour, j'ai mon patron qui est embarqué sur un véhicule ambulancier avec nous autres qui a fait une journée. Quand il est revenu, il n'avait jamais pensé que ces gars travaillaient de même. Et puis, il y a eu quelque chose de neuf tout de suite dans la compagnie. Mais le bonhomme est venu voir. Mais ça chialait partout pareil. Ça chialait en crime. T'sais? Alors, continuellement, on a l'homme ancien ou l'homme en transition, l'homme transitif, ne prend pas l'énergie pour réfléchir et la canalise dans le chiolage, dans la protestation. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parfait. Quelle solution amenez-vous? Ah là, sont 25 000 à amener 25 000 solutions différentes. Qu'est-ce que tu veux qu'un homme qui est à la tête fasse? Il peut pas satisfaire personne parce que le monde ont fait caucus pour protester, mais ils ont jamais fait caucus pour régler. Et après ça, on protestera. Puis quand ils vont nous écouter, on va amener la solution. Ça, on le fait pas, ça. Ça, c'est un mécanisme pour amener une société nouvelle. C'est de commencer non pas par chialer. C'est nous autres qui créons les problèmes. Alors, chialer, ça règle pas le problème. Et c'est de se grouper, de commencer à réfléchir, de commencer à penser pour pouvoir envisager des solutions. Et après ça, c'est sûr qu'on ne peut pas écouter tout de suite, parce que l'homme ancien n'est pas habitué à se voir amener des solutions intelligentes. Certains passent par le pouvoir politique pour en arriver là, d'autres par d'autres mécanismes, mais il y a un moyen de base. Mais il ne faut pas qu'on mette nos énergies dans le chiolage. Mais tant qu'être dans ce secteur-là, je vais te faire expliquer, ce serait quoi le travail dans une société nouvelle, justement, ça ressemblerait à quoi? Bon, alors là, je vais donc faire un bond en avant. On va définir un cadre intelligent de société. Et je vous demanderai de ne pas juger l'intelligence de ce que je vais définir comme société, donc l'intelligence de cette société, à partir du travail à faire pour y arriver. Ça serait un motif. Alors, je vous demande de voir si ça serait intelligent si on fonctionnerait comme ça. Je ne vous demande pas de voir si, oh, mais ça se peut pas, ça arrivera jamais, ça. Fait que c'est pas intelligent. C'est pas ça le problème, ça, on peut pas juger ça comme ça. Une chose n'est pas absurde parce qu'on peut pas l'atteindre. Si la chose est intelligente, elle reste intelligente, qu'on puisse l'atteindre ou non. C'est comme si je dirais, il faudrait que toute l'humanité soit en santé continuellement et qu'on éduque l'humanité à s'auto-tenir en santé. C'est-tu intelligent? Oui. Parfait. Maintenant, est-ce que c'est faisable? C'est une autre question. Mais on peut pas dire, ah ouais, mais c'est stupide de penser que l'humanité va être en santé, c'est pas faisable. C'est pas stupide. C'est deux questions différentes. On a un point intelligent, c'est comme ça qu'on devrait faire. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Sachez bien que si on a déterminé intelligemment ce qu'on doit faire dans notre vie, puis après ça, on observe où ce qu'on en est, ben maintenant, on sait quoi faire pour y arriver. Sauf que présentement, l'homme chemine, puis souvent qu'autrement, il sait même pas ce qu'il va. Alors, c'est drôlement intelligent de commencer à déterminer des paramètres, des buts. Alors donc, on fait un bond en avant, le travail. Prenons une société comme, disons, le Québec. Si on est capable au Québec ou au Canada de savoir, de connaître ce que l'homme matériellement a besoin. On sait ce que l'homme consomme. On a en masse de statistiques, on a des compagnies qui vendent, on voit comment ça fonctionne. Alors, je sais, par exemple, on a de l'informatique, on a tout ce qu'il faut pour nous aider à travailler, il n'y a vraiment pas de lacune là-dedans. Je sais que l'homme consomme tant de pantalons, tant de nourriture, tant de véhicules automobiles, tant d'essence, tant de jouets, tant de pellicules cinématographiques, tant de balles de baseball, tant de balles de tennis. Je sais ce que l'homme consomme.
Par contre, je sais ce que l'homme consomme, mais je sais aussi qu'une grande partie ne peuvent pas en consommer. Donc, je vais demander, je vais m'arranger pour, dans un cadre éducatif, pouvoir donner la possibilité à ceux qui ne pratiquent pas ou à ceux qui ne font pas ou à ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, d'envisager la possibilité qu'ils puissent le faire. Alors, à un moment donné, je vais arriver à déterminer un paramètre qui, dans les débuts, va être très arrondi. Évidemment, on va l'ajuster par la suite. De nécessité matérielle dans la société. Connaissant cette nécessité matérielle, donc la nourriture, le vêtement, l'habitation, le sport, le divertissement et l'éducation, la médecine, donc la santé. Connaissant tout ce qu'il faut, cette base matérielle que la société a besoin, je peux donc en déduire le nombre d'heures de travail nécessaires pour arriver à fournir tout ça. Je peux me mettre un peu plus pour la sécurité, mais je peux déterminer donc un nombre d'heures à faire. Déterminant ce nombre d'heures à faire, je peux déterminer par la suite combien j'ai d'êtres qui peuvent travailler. Déterminant combien j'ai d'êtres qui peuvent travailler, je peux donc prendre ce nombre d'heures et selon les spécialités de chacun, selon les vouloirs de chacun, l'éducation de chacun, je divise ce temps nécessaire pour créer la matière nécessaire à tout le monde dans le nombre de personnes. Évidemment, on va terminer cette division avec un nombre d'heures par semaine très réduit. Par contre, tout le monde va travailler. Mais tout le monde va travailler moins. Mais si ce travail en nombre d'heures qui est diminué pour chaque personne fournit toute la matière que toute la société a besoin, je travaille moins, mais j'ai le même salaire. C'est-à-dire que tout le monde a fourni ce qu'il fallait, donc il manque de rien. Et tout le monde a travaillé, tout le monde a le droit d'aller le chercher. Alors moi, si je gagne, par exemple, 700 $ par semaine, si je travaille une semaine de 20 heures, je gagne toujours 700 $ par semaine. Là, évidemment, on parle de questions monétaires. Après ça, on verra qu'on peut aussi travailler différemment avec la monnaie, si on a des problèmes d'échange, etc. Mais on parle de sociétés nouvelles, on parle de sociétés industrialisées. Alors, ce qui fait que les autres sociétés doivent embarquer aussi à un moment donné. On fait un bond en avant, évidemment. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, je travaille 20 heures par semaine et le reste du temps, je fais d'autres choses. D'autres choses que l'homme ancien ne fait pas et que l'homme nouveau va faire. S'entretenir. On parle donc de sport. On parle de travail mental. On parle de jeu. Et s'éduquer. Parce que l'homme s'éduque jusqu'à un certain âge. Après ça, l'homme ne s'éduque plus. La société, elle avance. Puis l'homme, il comprend plus. Or, certaines personnes se recyclent régulièrement parce qu'ils sont obligés de faire leur profession, comme les médecins, comme les architectes, comme différentes personnes, mais pas pour la majorité. Alors, si je sais matériellement combien j'ai besoin de matière, je sais qu'on a besoin de 40 000 autos neuves par année, je sais qu'on a besoin de alors je sais automatiquement le nombre d'heures que ça me prend pour le faire, et je prends le nombre d'employés que j'ai dans ma société, et je divise ce nombre d'heures-là par le nombre d'employés, ce qui fait qu'on arrive dans un cadre sociétaire qui est un peu ce que l'homme moderne recherche lorsqu'il parle de société de loisirs. Maintenant, l'homme nouveau ne vivra pas de société de loisirs. Parce que l'homme nouveau va comprendre l'intelligence de ce qu'il fait. Donc, il va être toujours en loisir. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de chercher du loisir pour oublier qu'il y a une autre partie de sa vie. C'est ce que l'homme fait présentement. Hein? L'homme vit une carte de sa vie qui est maudit et il recherche une autre partie de sa vie pour pouvoir oublier celui-là. Bon, alors, c'est pas le même qu'on vit. Mais déjà, Daniel, déjà, il existe des choses qui sont il manquerait pas beaucoup de choses à raffiner pour que ça existe. Il y a quelqu'un hier il n'en manque pas énormément. Quelqu'un qui creusait des puits artésiens. Puis il me contait qu'au pouce carré, là, il y avait un rapport à faire au gouvernement. À chaque fois qu'il creuse un puits avec un petit piton qu'il met dessus, la profondeur, la sorte de sol. Puis ça, c'est compilé sur ordinateur. Fait que de même, il améliore les cartes géologiques à mesure avec ces données-là. Ça, c'est travailler intelligemment. Ben oui. Oui. Au lieu de payer du monde pour le faire, ben, ils s'organisent pour tout le monde de le faire. Selon leur travail. Il n'y a pas grand-chose à changer. On a parlé à un moment donné, certaines compagnies l'ont fait, réduire le temps de travail des employés pour donner de l'emploi à plus de monde. Sauf que si une compagnie le fait, il faut qu'elle ait des reins solides parce que les autres ne le font pas. Et ce serait évidemment plus... Pour donner un salaire suffisamment viable aux personnes qui travaillent moins, faut qu'elle ait les reins solides parce que sinon, elle devra diviser le temps de travail en deux et diviser le salaire en deux. Ce n'est pas vraiment bon pour les personnes. Mais ça, c'est un mécanisme. On approche de tout ça. Sauf qu'on approche du mauvais sens. On essaie de se dire, si on augmente les salaires et qu'on réduit le temps de travail, plus de monde vont travailler,
plus de monde va avoir d'argent. Si plus de monde ont d'argent, plus de monde vont acheter. Si plus de monde achète, plus les compagnies vont pouvoir fructifier. Si les compagnies fructifient, plus de monde vont pouvoir travailler. C'est comme ça qu'on l'envisage, mais on reste toujours dans le cadre de la société de consommation où on ne comprend pas l'intelligence de la matière. Et c'est mauditement utile, la matière, pour l'évolution de l'homme, pour le bien-être de l'homme, pour l'éducation de l'homme et tout ça. Sauf que la matière n'est pas là pour donner exclusivement de la sécurité à l'homme. Et la société de consommation, c'est ça. Si vous ne pourrez plus vous en passer, bien achetez-le pas, torieux, vous allez devenir esclave. On a une société qui présentement envisage le même mécanisme que je viens d'élaborer, sauf qu'elle ne l'envisage pas convenablement. Et la société nouvelle, elle va donc permettre à tous ceux qui peuvent travailler, parce que, comme j'ai déjà dit, on a des mécaniciens qui maudissent leur job, ils auraient préféré être horticulteurs. Et on a des horticulteurs qui maudissent leur job, ils auraient préféré être boulangers, puis on a des boulangers qui maudissent leur travail, ils auraient préféré être mécaniciens. Bon. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde peut s'en placer un peu. Mais le gros handicap du travail présentement, c'est qu'on travaille sans comprendre l'intelligence de l'argent. On veut avoir plus en donnant moins, ce qui n'est pas intelligent. Karmiquement, ce n'est pas ajusté. Il y a un échange d'énergie qui se doit faire intelligemment. Et on ne se sert jamais de sa foutue argent d'une façon constructive. On garde l'argent pour la sécurité. On peut en prendre un peu pour la sécurité. Disons. On peut en prendre un peu pour s'amuser. C'est extrêmement utile et important. Il y en a qui le font pas. On peut en prendre un peu pour s'instruire. On doit. Et ça, la majorité le font plus. Et on doit en prendre pour s'entretenir. Encore là, la majorité le font pas. Ah, ils payent le médecin. OK. Mais c'est pas ça que je veux dire, sans s'entretenir, là. Manger convenablement, avoir un sport convenable, avoir des distractions intelligentes. J'ai déjà parlé du jeûne psychologique qui était des vacances. Pour beaucoup de monde qui se paye des vacances, qui se paye le luxe. Parce que, on n'a pas assez d'argent. Tu mets pas beaucoup par jour de côté ou par semaine de côté, puis à la fin de l'année, tu te payes peut-être qu'une semaine, mais c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est un jeûne psychologique où tu changes complètement de cadre. On a tout matériellement pour en arriver là. Le seul problème, et on a presque tous les êtres humains d'accord, le seul problème, c'est que tous les êtres humains ne veulent pas le faire. Même s'ils sont d'accord pour le faire. Et continuellement, regardez ceux qui ont voulu jeûner, ceux qui ont voulu cesser de fumer, ceux qui ont voulu... regardez tout ce que vous avez voulu faire souvent. Si on regarde simplement au premier de l'an, le nombre de décisions qu'on prend, on veut. Mais on a besoin d'être énergisé par la collectivité pour arriver à embarquer, à être dynamisé. Et il faudra que si on a besoin d'être dynamisé, il faudra qu'on s'auto-dynamise suffisamment seul pour arriver au moins à se déplacer vers un endroit où il y a du monde qui veulent faire quelque chose. Alors, au niveau du travail, ça pourrait ressembler à ça. À ce temps, on pourrait peut-être toucher un autre aspect. On va-tu voir l'éducation, ce serait quoi dans une société nouvelle? Bon, l'éducation, dans une société nouvelle, elle va être faite, premièrement, non pas pour instruire l'enfant ou l'adulte de façon à ce qu'il travaille pour une société, sans même comprendre ce qu'est la société. Et c'est notre problème. La majorité des personnes ne savent même plus qu'est-ce que c'est une élection, qu'est-ce que c'est une société, comment ça fonctionne. On trouve tout ça trop compliqué, mais c'est comme une langue. Mais si tu veux apprendre l'allemand à 30 ans, bien évidemment, c'est compliqué. Ça s'apprend quand même. Mais au nom du compliquage, on ne veut pas l'apprendre. On préfère attendre. D'autres le font. Alors, l'éducation, premièrement, va pallier. Dans la société nouvelle, tu n'auras presque pas de loi. Parce que, exactement comme la politesse, il n'y aura pas d'homme poli dans la société nouvelle, parce que l'homme va savoir vivre. Mais pas parce qu'on va avoir éduqué l'homme à savoir vivre. Parce que l'homme va comprendre l'intelligence d'un rapport équilibré et harmonieux dans une relation. Alors, on n'a pas besoin, lorsque tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'apprendre à vivre. L'éducation va donc laisser tomber un paquet de mécanismes la grande partie de notre éducation, c'est un travail de lavage de cerveau, c'est le cas de le dire, mais style iltérien. Pas le lavage de cerveau, des cerveaux sales. Alors, on prend un enfant et on commence à le dénaturer, puis on le dénature, puis on le dénature, puis on lui montre à vivre, on lui montre comment manger, on lui dit quand il faut qu'il pète, parce qu'il ne faut pas qu'il pète en public, on lui dit quand est-ce qu'il faut qu'il se mouche, on lui explique un paquet de choses, puis on y va. Tout ce que nous autres, on n'aime pas, on commence par y ôter tout de suite. Bon. Après ça, il y a des choses qui sont caca, il y a des choses qui sont pas bonnes, il y a des choses qui sont mauvais, puis là, on y va. Là, après ça, on commence à lui inculquer d'autres mécanismes ou plus tard. Là, tu as toute ta jeunesse, mais oublie ça. C'est la jeunesse, pas important, c'est la jeunesse. Tu es là pour te remplir la tête pour plus tard. Puis quand tu arrives à plus tard, ben là, tu fais quoi plus tard? Ben, c'est toujours plus tard.
Alors, on te montre la géographie, mais tu voyageras jamais. On te fait même pas comprendre ce que c'est. On y va avec un paquet de mécanismes qui te préparent pour ton avenir. C'est ça le problème. C'est que l'homme, au lieu de vivre, veut vivre. Alors, mais c'est la même chose, ça se reflète dans l'éducation de nos enfants, où, par exemple, on les amuse, on les force à jouer, ou on leur montre du sport, en les entraînant à s'amuser. Et lorsque l'enfant perd le goût de s'amuser, vu qu'on lui a jamais montré que le sport était de l'intelligence, ça entretenait sa santé physique, ça, on le montre pas, ça. Le sport, il s'amuse. Quand il n'a plus le goût de s'amuser, ben, il arrête de faire du sport. Là, il devient un adulte normal, qui fait plus de sport, qui s'amuse plus parce qu'il n'aime plus jouer. Alors, quand on a ce genre d'éducation, évidemment, on passe par une phase qui a l'air relativement belle, même si on a des belles écoles, des parcs écoles, des choses comme ça. Matériellement, on peut tout faire. Mais on ne comprend pas. C'est normal, le professeur lui-même n'aime pas faire du sport. Le professeur lui-même a été stéréotypé, encarcanisé par son éducation. Et au nom de ça, oh, mais ça fait 30 ans que je suis comme ça, je ne sais pas pour commencer à changer. Ben non, c'est ça. Ça fait 2000 ans que la société est comme ça, on n'est pas pour commencer à la changer. Une maudite belle raison. Elle va changer quand même, sauf que là, on a toujours un paquet d'excuses, de raisons qu'il donne qui sont fausses. Parce qu'au lieu de mettre de l'énergie dedans, cette transformation, c'est sûr que tu payes pour. Les personnes qui font un jeûne, à un moment donné, on souffre, travaillent, mettent de l'énergie, puis après ça, ils sont bien en maudit. Et il y a juste la personne obèse qui arrive à jeûner qui le sait. Notre société, elle est obèse. Elle est malade. Alors, éliminons ce qui n'est pas bon à l'intérieur, et après ça, on va le savoir. Mais pendant ce temps-là, évidemment, il faut cesser de dormir. Il faut commencer à travailler. C'est sûr que c'est compliqué. Alors, l'éducation va être faite de façon à donner à l'adulte et à l'enfant, parce que c'est important, dans une société nouvelle, l'adulte va continuer à s'instruire. C'est-à-dire que l'adulte va garder le goût d'apprendre et de s'améliorer, ce qu'on perd régulièrement aujourd'hui. Alors, dans une société nouvelle, on va éduquer le jeune, non pas pour qu'il fasse des choses parce que c'est bien qu'il le fasse, pour qu'il comprenne l'intelligence de faire ou de ne pas faire, et lui décidera après. Et les jeunes sont très intelligents. Mais l'adulte a peur de leur intelligence et il les déforme. Combien d'adultes ont des problèmes à cause des questions que les enfants posent? Puis je parle pas juste de la sexualité, c'est l'idée qui vient souvent à la tête, parce que l'homme, il est pogné là-dedans, c'est pas possible, mais dans bien d'autres choses aussi. Et le parent, au lieu d'essayer de s'instruire au rythme de l'enfant pour pouvoir l'aider, s'en remet à l'éducateur, s'en remet à mon oncle, à ma tante, ou à son grand frère, ou l'éducation, on la remet tout le temps à d'autres. Tout le temps. Les parents, la société, l'école, les éducateurs n'éduquent pas. On élève, puis on charrie d'un bord puis de l'autre. Mais on ne peut pas travailler convenablement. Premier point qui empêche cela, tout le monde a des idées différentes de ce que c'est que l'éducation. Même dans la même famille. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais pensé si c'est intelligent d'éduquer ou non. On n'y a pas pensé. Il y a des raisons intelligentes. C'est sûr qu'une personne va dire « Oh oui, mais crime, s'il apprend pas à lire, c'est correct. » Mais tu n'as pas plus pensé. Là, tu répètes des choses. Alors, si à un moment donné, les adultes s'assoient à une table, puis commencent à se demander de quelle façon on devrait éduquer. Mais pas juste en parler dans un salon. Amener des solutions. Ouais, on est juste 15 à amener des solutions, oui, mais si 15, après ça 20, après ça 30, ça prend du temps, mais ça finit par aboutir. Et moi, je fais un travail qui est de plus en plus public. Alors, il y a de plus en plus de monde qui commence à se poser des questions. Puis je suis pas le seul à faire ce travail-là. Il y a beaucoup de monde qui le font. Alors, ce qui fait que ça s'en vient de plus en plus. L'homme commence à réfléchir, puis l'homme commence à vouloir solutionner. Mais il a peur de sa solution. Il a peur de se tromper. Mais il faut que l'homme se trompe. L'homme ne pourra pas savoir si c'est bon ou pas bon s'il l'essaye pas. Il faut que l'homme l'essaye. L'homme va réfléchir plus avant de l'essayer, mais il faut que l'homme essaye de quoi? Alors, dans l'éducation d'une société nouvelle, dans l'éducation nouvelle, on va permettre l'erreur. On va permettre aux jeunes, quand le jeune, il y a des boutons dans la face, on dit correct, viens pas à l'école. Puis si c'est contagieux, raison de plus, reste chez vous. Mais quand le jeune, psychologiquement, là, il est down, là, il est dépressif aujourd'hui, là, ça ne tente pas pantoute, pas le droit de faire ça. On the school, à l'école. Mais toi, quand tu peux rentrer travailler, tu as un certain nombre de journées. Ouais, mais l'enfant va ambitionner. Non, l'enfant n'ambitionnera pas. Prends un employé qui n'a jamais de journée de maladie ou éduque-les comme on le fait à l'école, puis il vient à un moment donné que là, les employés commencent à ambitionner. Puis il y en a beaucoup d'employés qui ne manquent pas quand c'est pas nécessaire. Puis Nemo, tu as dit, manquent régulièrement parce qu'ils se disent qu'ils ont droit. Alors, si tu as 4 journées de maladie par année qu'on te donne, tu prends ça pour des vacances, toi. Alors là, tu arrives à la fin de l'année, tu vas y prendre, tu n'es pas fou. C'est ça. Parce qu'on fonctionne comme ça,
On a toujours un paquet de problèmes. Ça coûte énormément cher au gouvernement, aux sociétés, aux compagnies, aux patrons, pas à la société, en général. Et c'est la même chose pour l'école. Alors, continuellement, l'enfant va à l'école, pourquoi? Parce qu'il est obligé, mais pas parce qu'il comprend. Alors, si on l'amuse, il va parce qu'il veut jouer, mais quand il ne veut plus jouer, il y a encore un problème. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va éduquer l'enfant à se prendre en main, mais pas se prendre en main en voulant faire plaisir aux parents, en voulant faire bien, en voulant faire plaisir au petit Jésus, en s'arrangeant pour faire des choses parce que c'est intelligent, c'est évident. C'est évident. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont tomber, il y a beaucoup de miroirs qui vont tomber, il y a beaucoup de murs qui vont s'effondrer, qui vont être démolis pour libérer l'homme. Et cette libération de l'homme, elle doit commencer. J'ai des professeurs, moi, qui font le cours PMC. Et, veut pas, ils commencent à transformer un peu les élèves. Pas trop. Mais ils ont été suffisamment intelligents pour commencer à transformer les autres profs à la place. Parce que quand tout le monde va être d'accord, ben là, on peut commencer à travailler avec les jeunes. Mais quand je parle de transformer les jeunes, je ne parle pas commencer à les sectariser. Mais quand le jeune arrive 5 minutes en retard, puis il a le pouce dans la bouche, puis il se mord les doigts, ben tu t'en vas donner une claque sur l'épaule. Voyons, donc c'est pas grave que tu arrives en retard, ça. Tu dis, voilà, si toi là, puis il risait un peu, ben c'est ça. Fait que tu déculpabilises le jeune. Puis quand il arrive trop en retard, là, c'est le temps de lui faire comprendre l'intelligence d'arriver à l'heure. Pas de le culpabiliser pour qu'il agisse par action-réaction. L'homme nouveau agit par action-création, puis l'homme ancien agit d'action-réaction. Puis ça, c'est un mécanisme qui, évidemment, va être perçu de plus en plus par l'homme transitif, l'homme qui s'en va vers l'homme nouveau. Action, création. Il se passe quelque chose, fais quelque chose avec ça. L'homme ancien, il se passe quelque chose, il est stéréotypé, il est programmé, puis il agit en fonction de ça. Alors, l'éducation va être complètement changée. On va éduquer. La première chose qu'on fait quand un enfant rentre à l'école, lui expliquer l'intelligence de vivre en société. C'est ça qu'on fait. On les envoie à maternelle pour qu'ils s'habituent à vivre avec les autres. Oui, pour qu'ils s'habituent. Pas pour qu'ils comprennent. Ils sont trop jeunes, ils sont pas trop jeunes pour des choses de base. Puis rendus à 7-8 ans, ben là, ils vont pouvoir comprendre. Mais on les habitue. Tu sais, quand un animal vient te voir et a peur de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'apprivoises. On apprivoise nos jeunes. C'est pas ça qu'il faut faire comme éducation. Alors, la première chose, c'est pas leur montrer où est l'Afrique, puis qui est le premier ministre du Canada, puis à quoi ressemble le drapeau américain, c'est de leur montrer à réfléchir de par eux-mêmes. Alors, il faut tout revoir l'éducation au complet. Évidemment, ça va se faire. On a eu une époque où les femmes n'allaient pas à l'école longtemps. On a eu une époque où il y avait plusieurs phénomènes au niveau de la sexualité qui étaient carrément fermés. Et comme à un moment donné, il y a une personne qui a trouvé dans une vieille malle une espèce de robe de chambre de sa grand-mère. Il y avait un petit trou dedans. Puis ça, c'était fréquent, c'est comme ça qu'on procréait. Hein? Puis évidemment, les parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils faisaient ça dans le noir. Fait qu'ils n'ont jamais vu ce qu'ils faisaient. Fait qu'il y avait des résultats. Les enfants ne savaient pas tout ce qu'il y avait de mieux. Alors, non, mais ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, ce qui fait que l'éducation, on a eu des mécanismes comme ça et qui ont été changés. Mais comment? Lorsque la femme a commencé à vouloir dire, bon, mais moi, j'aimerais ça aller travailler, j'aimerais ça pouvoir étudier, j'aimerais ça pouvoir chauffer un auto, j'aimerais ça pouvoir faire de l'équitation, j'aimerais ça pouvoir chauffer un bulldozer, j'aimerais ça faire de quoi? Mais ça a pris combien d'années avant que ça sorte? Ça n'a pas commencé du jour au lendemain, ça. Parce que pendant longtemps, la femme disait, ouais, mais on peut pas faire ça. Moi, je suis seule à faire ça. On est 15, on est 500. Puis l'homme ne veut pas. Le pouvoir, c'est l'homme qui l'a. Fait qu'on peut pas. Puis aujourd'hui, c'est mot-à-ditement changé. Puis plus ça va, plus on peut changer vite. Mais il ne faut pas laisser le temps à la société de se reposer des changements. Parce que là, il faut qu'on va être là en crime avant qu'on recommence à changer de quoi. Là, c'est encore en transformation. La femme qui cesse de vouloir être l'égale de l'homme, parce que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. C'est évident, il n'y a pas une Christ femme intelligente qui pense qu'elle va être l'égale de l'homme. La femme doit être l'égale de la femme, l'homme va être l'égal de l'homme, puis c'est normal. Mais la femme qui veut être comme l'homme, évidemment, elle est encore en train de militer, elle, puis elle ne sait pas que c'est fini. Il faut que la femme soit l'égale de la femme, il faut qu'elle soit elle-même, au même titre que l'homme. Puis l'homme qui veut être supérieur à la femme, il n'a rien compris lui non plus, de toute façon. Il n'y a aucun problème. Tu ne peux pas être supérieur, tu es différent. Alors, deux choses différentes ne peuvent pas être supérieures l'une envers l'autre, parce qu'il faut les mettre dans le même contexte identique. Alors là, je peux te dire qu'entre tel auto et tel auto, il y a une différence, puis il y en a un qui est supérieur à l'autre. Mais entre un auto et un bulldozer, lequel qui est supérieur? Mais pour aller vite, c'est l'auto, puis pour défoncer, c'est le bulldozer. Mais lequel qui est supérieur? Ça dépend du contexte. C'est la même chose pour l'homme, pour la femme. La femme, elle doit être ce qu'elle doit être, l'homme doit être ce qu'il doit être. D'ailleurs, les prochaines semaines, on va justement parler de la psychologie de l'homme nouveau, la psychologie de la femme nouvelle, puis la psychologie de l'enfant nouveau. Parce qu'il y a la majorité de l'homme transitif, donc de la majorité d'entre les personnes qui sont dans la salle ou qui même au Québec, on a un grand pourcentage de personnes qui sont transitifs et qui se cherchent d'un bord puis de l'autre.
Donc, l'éducation va être faite en fonction d'amener l'individu à réfléchir de par lui-même selon des critères qui ne sont pas émotifs, qui ne sont pas inculqués selon sa propre énergie, selon des critères d'intelligence. Il y a bien des choses qui font du sens, que c'est évident. Il faut fonctionner comme ça. Tu ne prends pas une bouteille de coke, tu la caches à ton enfant, puis tu jamais tu lui montres du coke, parce que le coke, c'est pas bon pour la santé. Tu lui expliques comment ça marche, tu lui expliques les mécanismes qui font que c'est bon pour la santé, tu lui expliques un paquet de choses, selon l'âge qu'il a, évidemment, puis tu peux attendre qu'il ait 8, 9, 10, 11, 12 ans, puis en attendant, tu le prépares de toute façon à faire ça, et à un moment donné, tu les laisses choisir. On ne veut pas laisser choisir, on peur. On peur qu'ils prennent le coke, on peur qu'ils se droguent. Ça boit du coke, ça se drogue, puis ça fume pareil. Quand c'est pas devant toi, c'est en cachette. Parce qu'ils n'ont jamais compris, tout ce qu'ils ont compris, c'est que tout ce qui était bon, on leur interdisait. Ça, ils ont compris ça. Le jeune, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il ne veut plus. Mais il n'y a pas l'éducation pour savoir ce qu'il veut. Alors, l'éducation va s'arranger pour que l'enfant puisse lui-même décider. Si un enfant s'en va du mauvais côté, il aura quand même été du mauvais côté. Mais présentement, on a la majorité de l'humanité sociale qui a de gros problèmes parce qu'ils ne savent même pas où ils s'en vont, puis tout le monde a son point de vue à dire, tous des points de vue émotifs. Alors, l'éducation, de prime abord, va permettre à l'individu de devenir intelligent. Une dimension, une dimension qu'on touche peut-être pas souvent, c'est l'esthétique puis la beauté. Quelle place ça va avoir dans une société nouvelle, si on parle de l'architecture des villes, etc. Bon. Alors, quelle serait l'esthétique d'une société nouvelle? Alors, on a... premièrement, c'est évident que toutes les choses archaïques vont être démolies. Sauf si tu veux garder un musée ou tu veux garder des choses au niveau de l'instruction, mais pas pour le contexte émotif ou psychologique, pour la simple raison que c'est totalement anti-évolutif de conserver ce genre de choses. L'esthétique va être en fonction. Premièrement, la société va être construite, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne démolira pas ce qu'on a ici, sauf qu'on va améliorer lentement. Comme par exemple, toutes les fils électriques que tu vois dans les airs, à un moment donné, ils vont descendre dans le sous-sol. Puis, il y a plusieurs choses de toute façon qui vont être transformées. Les matériaux, de plus en plus. Au niveau d'une société nouvelle, les maisons, par exemple, ne sont pas des maisons qu'il faut que tu entretiennes régulièrement. Parce que la société de consommation, évidemment, construit des choses qui cassent pour que tu puisses consommer, pour réparer, puis entretenir, créer de l'emploi, ce genre de choses-là. Mais l'homme va créer du temps libre. L'homme nouveau va créer du temps libre. Il ne créera pas du temps plein, de l'emploi, continuellement. Parce que lorsque tu as tout, tu n'as pas besoin de travailler plus au cas qu'il te manquerait le tout si la société est capable d'être suffisamment intelligente et conçue pour te donner ce que tu as besoin. Évidemment, il faut que tu travailles pour la société, ça va de soi, c'est un échange d'énergie. Hein? C'est pas en restant assis sur ton derrière que tu vas avoir ce qu'il faut. Bon. L'esthétique va être, premièrement, écologique, c'est-à-dire qu'on va lentement, d'ailleurs c'est commencé déjà présentement, hein, c'est pas une prophétie que je fais, c'est une prophétie en retard, c'est déjà commencé, où on va essayer, évidemment, là il y a la mode, disons, des condos qui passe un peu, mais là, de toute façon, à un moment donné, ça va disparaître, ce genre de mode. Et l'homme va commencer à construire des espaces plus grandioses. Si on regarde le Palais des Congrès ou si on regarde nos nouvelles constructions, les nouvelles structures qu'on a à Montréal, ce sont des structures qui laissent beaucoup d'espace psychologique à l'homme. Et l'homme nouveau a besoin d'espace psychologique. L'homme ancien a besoin d'espace clos. Il a besoin d'avoir des petites pièces, des petits corridors, parce qu'il il sent sécurité là-dedans. Si on regarde nos vieilles maisons, alors tout était tout petit. On a même des vieux lits où on avait un toit par-dessus le lit, avec des côtés et des rideaux. L'homme ancien a peur des grands espaces. Et l'homme nouveau a besoin d'espace psychologique, a besoin de grandeur, de hauteur. Alors évidemment, les lieux publics vont être faits de plus en plus vers ce genre d'esthétique. C'est une esthétique, parce que l'esthétique, c'est extraordinairement important pour l'homme. L'esthétique, premièrement, la forme émet des ondes qui vont dynamiser ou calmer l'homme, ou encore qui vont déprimer l'homme. Elle permet différentes créations chez l'homme. Lorsque tu as un espace plus vaste chez toi, tu relaxes mieux, tu penses mieux, tu es mieux. Si tu es dans un endroit totalement petit, c'est que tu as une psychologie, tu souffres, disons, d'aérophobie, les grands espaces, et c'est tout à fait typique à la psychologie de l'homme du poisson, de l'homme ancien. Esthétiquement, les rues, évidemment, je ne peux pas tout te décrire comme ça dépend de chaque goût des personnes. La seule chose qu'il y a, le critère de base va être l'écologie. L'écologie qui prend en considération et la nature et l'homme, qui est une écologie qui n'est pas tout à fait connue aujourd'hui encore. Parce que l'écologie d'aujourd'hui bannit l'homme par la nature ou c'est l'urbanisme. C'est une forme d'écologie où on bannit un peu la nature et on ne travaille que pour l'homme. L'écologie nouvelle, l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. C'est ça l'écologiste. Alors, dans le plan de l'homme, comme dans le plan de la matière, l'homme, c'est un animal. Son corps physique, en tout cas, est animal. Alors, ce qui fait que l'homme vit dans un cadre et l'homme doit être inclus dans l'écologie. Alors, ce qui fait qu'on n'aura plus tout un paquet de
de mécanismes sociaux, civils comme on a présentement. C'est sûr qu'on a des rues, on va avoir encore des rues, il y a beaucoup de choses qui vont rester, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je ne veux pas trop m'attarder sur l'urbanisme pour l'instant. Au niveau du projet OFSA, par exemple, qui est un projet d'avant-garde pour tenter de mettre en pratique des solutions sociales urbanistes. Alors évidemment, il y a des choses, on reconstruit un village dans un cadre différent, un village évidemment hyper moderne, dans le sens de l'homme nouveau. Mais au niveau de ce qui existe déjà, selon les municipalités, selon les hommes qui vont vivre dans certaines régions, certaines choses vont complètement changer de façon à rendre la ville esthétique. Donc, plaisante à voir, plaisante à vivre pour l'homme nouveau. Alors, je ne peux pas arriver et commencer à te donner des critères particuliers. C'est pas moi qui va déterminer comment les villes vont être construites. C'est l'homme qui va vivre dedans. Mais l'esthétique va être importante. Et quand je parle d'esthétique, je ne vais pas simplement dire propriétaire, quand il achète sa maison, il regarde, mes briques blanches, maudit qui sont belles. À côté, il y a un building, à côté, ils sont noirs. C'est pas ça l'affaire, là. C'est l'esthétique visuelle continuelle. Le regard de l'homme nouveau, c'est un regard qui va loin. L'homme ancien est souvent myope parce que, justement, il ne veut pas voir trop loin. Et l'homme nouveau, c'est un être qui va vouloir observer loin, qui va être capable d'étendre son champ visuel, son champ de conscience. Alors, évidemment, l'esthétique va être importante au niveau de l'ensemble. Alors, ça va être différent de ce qu'on a eu présentement. On a certains maires dans la région de Montréal qui commencent à penser à l'esthétique, où on veut enterrer des fils électriques, justement, où on pense à des choses. Et on a évidemment, c'est sûr qu'on a des personnes qui, prenons rien que l'exemple, par exemple, du maire de Montréal, qui passent pour un cinglé ou pour un fou plus souvent qu'autrement. On sait de toute façon que sa ville, que Montréal est sur la carte. C'est pas Montréal, la ville la plus importante de sa province. C'est sur la carte, mais c'est un bonhomme qui réussit à adapter continuellement une énergie nouvelle à travers un public ancien. Alors, il faut le faire. Alors, tu as des choses, et au niveau esthétique, c'est pensé. Il y a des erreurs, mais c'est normal qu'il y ait des erreurs. C'est pas grave, les erreurs. On n'en meurt pas des erreurs. On a un stade olympique, puis on n'en meurt pas. Mon mot, t'as dit plus de sport au Québec, par exemple, depuis ce temps-là. Puis le stade n'est pas fini, mais c'est pas grave. Puis erreur ou pas erreur ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Même si un gars volerait de l'argent. Ce qui reste dans la société, je dis pas que le maire a volé, là. Ce qui reste après ça dans la société, c'est une tentative, c'est constructeur. Et il faut qu'on s'arrange pour se faire voler. Mais il faut qu'on laisse le monde faire des erreurs. Alors, présentement, on a une esthétique, un urbanisme de plus en plus transformé. Et si on regarde d'autres municipalités qui, les autres, n'ont rien compris, qui ne fonctionne qu'à partir de ce que le public demande. Mais si tu rencontres une personne chez elle, tu demandes ce qu'elle veut, puis le voisin, puis le voisin, puis le voisin, puis après ça, tu demandes à tout le monde ce qu'ils veulent, ça va être deux choses. Alors, c'est important de ne jamais, puis ça, c'est le gouvernement nouveau, c'est ce qu'ils vont faire. Ça va faire frémir un peu le public quand ça va commencer, disons, à être exprimé, c'est qu'ils ne demanderont jamais, ils feront jamais ce que la collectivité veut. Jamais. Ils ne seront pas des dictateurs parce qu'ils vont faire ce que l'homme individuel veut, mais ils ne feront jamais ce que la collectivité veut. Ils ne feront pas ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce que l'homme individuel veut, mais pas ce que la collectivité veut. Autrement dit, c'est sûr, tu vas dire que c'est compliqué parce que si on ramasse un paquet de monde et qu'on commence à jaser ensemble, normalement, on devrait passer des semaines et des semaines pour arriver à rien. Parce que l'homme ancien doit commencer par se connaître. Il faut qu'on se présente, sinon c'est plat. On peut arriver à travailler, ils n'ont pas dit nos noms. Fait qu'on donne tous nos noms, ils oublient tout de suite. Puis après ça, on commence à travailler. Hein? Bon. Alors, l'homme ancien travaille comme ça. Alors, on doit s'asseoir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on doit amener un problème, puis on veut le solutionner. Fait qu'on commence. Mais l'homme ancien peut travailler, même en groupe, à régler les problèmes rapidement. Mais cet homme ancien-là, c'est un homme transitif, évidemment. Parce que l'homme typiquement ancien, qui ne comprend pas encore qu'on peut faire de quoi, qu'on peut améliorer, que lui, il n'est pas médiocre, qu'il n'est pas un imbécile, que lui, il est capable. S'il sort de sa médiocrité. Il ne connaît pas qu'il aille apprendre, il est capable d'apprendre. Bien, cet homme-là va être capable de discuter puis de jaser. Alors, si on parle d'urbanisme, on parle de ce genre de choses, ça va être les personnes eux autres mêmes mais qui vont déterminer le cadre, les paramètres de l'esthétique sociale. Et je parle matériel, je ne parle pas de l'esthétique sociale psychologique, ça va être déterminé par l'homme qui va vivre. Si ça ne te tente pas de dire bonjour, tu le dis pas. Si ça te tente, tu le dis, puis ça finit là. Il n'y a pas d'esthétique autrement. Si, toi, ça te touche, que l'autre ne te dise pas bonjour, revise tes points de vue, tu as un problème, pas l'autre. Bon. Et donc, on va les paramètres d'esthétique matérielle, d'esthétique urbain, va être déterminés par le monde qui vont vivre dedans, mais c'est du monde qui vont être capable de comprendre l'intelligence de l'esthétique. Il faut que tu aimes autant vivre dehors qu'en dedans.
Présentement, l'homme aime rarement être dehors dans l'endroit où il vit, et il aime très rarement être en dedans non plus. Hein? Alors, on essaie d'arranger son chez-soi pour être un peu mieux, mais à un moment donné, c'est un ciboulot, ciboulette, on ne peut rien savoir. Tu sors dehors, puis c'est pas plus beau. Alors ça, c'est l'esthétique, c'est ça, l'esthétique. Si on regarde présentement, l'homme a tout. On va dire, oui, mais on n'a pas d'argent. Oui, mais on est capable. L'homme a tout ce qu'il faut pour avoir un cadre intérieur impeccable, selon son esthétique, et un cadre extérieur qui a de l'allure. Mais on s'évertue encore un peu moins à bâtir encore, un peu moins. C'est-à-dire, tu vas avoir des complexes de maisons neuves. C'est pas compliqué, tu as un plan. La maison est là et dehors. La maison d'à côté, c'est le plan fait à l'envers. Hein? Bon. La porte est là, l'autre porte est là, la chambre des maîtres est là, la chambre des maîtres est là, c'est le même plan fait à l'envers. Bon. Puis là, il éparpille. Avant, ils mettaient tout en ligne, maintenant, ils mettent 8-9 plans, puis là, ils éparpillent tout. Ça paraît moins. C'est un peu mieux. Mais c'est ça qu'il y a, c'est que l'homme veut pas, même un petit peu, mais pas encore assez, changer. On est capable de faire de quoi de différent, mais on ne veut pas le faire. On a peur, évidemment, que ça ne se vende pas. On est capable de fabriquer des choses qui sont inutiles sur le marché puis de convaincre le monde qu'ils en ont besoin. Je pense que si on fait des choses que l'homme a besoin, on va être capable de les vendre. Avant de terminer, Daniel, comment que chacun d'entre nous ou chaque personne ici dans la salle pourra faire pour faire venir plus rapidement cette société nouvelle? Bon, et c'est bien facile. C'est facile. C'est simple. Ah oui, il y a du monde sceptique. Ils vont être confondus. Premièrement, c'est d'observer si ça a de l'allure, qu'on améliore puis qu'on fasse des choses. Pas nécessairement comme je viens de le dire. Si ça a de l'allure, parfait, comme je viens de le dire, mais pas nécessairement. Je suis pas la seule voix sur la planète. Mais si c'est intelligent d'améliorer, puis d'arriver à quelque chose où l'homme peut vivre mieux, puis l'homme peut s'entretenir, créer une société qui est une société d'entretien et non pas une société de cure, où tu répares après, puis où tu te guéris quand tu es malade, puis tu t'entretiens jamais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien que voir si c'est intelligent. Premièrement, c'est-tu intelligent d'arriver à avoir un cadre comme celui que je viens d'élaborer ou similaire? Bon, un cadre où est-ce qu'on va fonctionner un peu mieux. C'est-tu intelligent ou non? Si c'est intelligent, il faut le faire. En partant, il faut commencer par déterminer ce critère-là. Si c'est pas intelligent, trouver l'intelligence de rester comme on est. Si vous n'en trouvez pas non plus, c'est intelligent de changer. Maintenant, déterminer comment il faut changer. Mais il faut qu'on fasse ce travail. Si on ne veut pas changer, vivez réellement réellement de rester de même. Puis pas avec des raisons. Ouais, mais parce qu'on peut pas changer. Ouais, mais on a toujours été de même. Ouais, mais non, ça, c'est pas des raisons. Ça, c'est des excuses. C'est pas intelligent. Alors, il faut commencer par voir l'intelligence de tout ça. Si on le voit, Christy, si l'homme voit que quelque chose est intelligent puis que l'homme ne le fait pas, il y a un problème. Autre chose, il faut parler entre le monde. Alors, moi, il faut que j'en parle à mes enfants un peu. Pas faire des gros commentaires, des choses de même. Mais quand il se passe quelque chose, parler de l'écologie, parler de faire attention à telle chose, puis expliquer le pourquoi. En parler. Entre les voisins, entre le monde, en parler. Puis on ne connaît pas le voisin, il veut rien savoir, ici, on peut en parler. Puis il y a beaucoup de plus en plus d'organisations qui peuvent grouper du monde pour en parler. Pour faire de quoi? On a eu le MAB, le Mouvement pour l'agriculture biologique. C'était tout petit au début, maintenant ça fonctionne. Mais il faut aider. Et l'autre chose la plus importante, ça va être d'encourager tout ce qui présentement dans la province de Québec ou près de chez vous, autour de chez vous, fonctionne en vue de l'homme nouveau ou en vue d'amener une société nouvelle. Et je ne parle pas de ça pour que vous encouragiez le centre ici. Le centre ici, c'est peut-être le premier centre pour l'homme nouveau, mais il y a beaucoup d'autres organisations. Je parlais du mouvement pour l'agriculture biologique. On parle de tellement de choses. Vous allez dans un magasin d'aliments naturels, le gars, il a l'air honnête, encouragez à l'acheter là. Il vend 2 cents plus cher, payez 2 cents plus cher, mais arrangez-vous pour pas qu'il ferme ses portes. C'est ça que c'est. Ça, si l'homme fait ça, lentement, ça fonctionne. On a des professeurs qui commencent à être corrects, qui se font renvoyer, faut qu'on s'organise pour le dire. Faut jaser, puis faut encourager. Vous avez des librairies qui vous plaisent, encouragez-les. Vous avez des centres qui vous plaisent, encouragez-les. Vous avez des cliniques qui vous plaisent, encouragez-les. Tout ce qui est pour l'homme nouveau, pour une société nouvelle, cessez de dire c'est ici, c'est ça, mais encouragez-les. Puis si le gars d'à côté, il a besoin d'argent parce qu'il veut grossir, parce qu'il veut vendre, parce qu'il veut diffuser, parce qu'il veut bâtir, il a besoin d'argent parce que le gars a des projets, puis il va un peu plus cher que l'autre quincaillier d'à côté, elle est là. Puis c'est vous autres qui allez ramasser. Alors c'est ça, c'est facile.
Cessez de se piler ses pieds. Moi, je veux que l'homme évolue. Moi aussi. Toi, t'es un maudit chien, pis t'es pas bon. Mais toi avec. Toi deux, on veut que l'homme évolue. Mais c'est ça. C'est ce qui se passe au Québec. Plein d'artistes, pas d'hommes d'affaires. Bon. Alors, il faut qu'on encourage ceux qui travaillent en vue de l'homme nouveau. Puis cherchez, il y en a du monde. Mais encouragez-les. Puis s'ils se trompent, c'est pas grave. Puis si quelqu'un se trompe que vous avez encouragé, pensez pas que c'est vous autres qui vous êtes trompés. Il ne faut pas se culpabiliser, encouragez. Encouragez-le. C'est ça qu'il faut faire. C'est facile. Merci beaucoup, Daniel. Pour les personnes qui sont nouvelles, je vous rappelle